Bonsoir, je suis très heureux de vous savoir si nombreux pour cette réunion sur le thème de la sobriété. Euh, je remercie Laura Morosini qui a été la première secrétaire générale d'Église Verte, dont j'ai pris la succession, et qui aujourd'hui est directrice du programme européen du mouvement Laudato Si. Nous commencerons par un petit temps de prière que je suivrai d'une très courte, hein, c'est pas très long, extrait d'une lettre de Saint Basile. Seigneur et maître de ma vie, ne m'abandonne pas à l'esprit de domination et de vanité. Fais-moi la grâce de l'esprit de sobriété, d'humilité, de patience et de charité. Seigneur, accorde-moi de voir dans ta création l'œuvre de tes mains et de l'aimer d'un cœur pur, car tu es béni dans les siècles. Amen. C'est une prière inspirée de celle d'Éphrem le Syrien, qui vécut au IVe siècle dans les déserts de Syrie. Et la deuxième petite réflexion qui nous introduit dans le vif du sujet est un extrait des très belles lettres de Basile de Césarée, donc on est toujours au même siècle, mais au cœur de la Turquie actuelle, et il recommande justement ce dont nous allons actuellement parler. Être sobre, modeste dans ses vêtements, travailler de ses mains, se déplacer à pied selon l'ordre que le Créateur a établi, manger uniquement pour le besoin, retrancher le superflu. Ces préceptes paraissent des choses simples, mais elles exigent de nous de grands efforts. Voilà, je laisse la parole à Laura Morosini, donc, qui a été notre première secrétaire générale et qui dirige maintenant les programmes européens du mouvement Laudato Si, qui vous a préparé une présentation sur la réduction de la consommation d'énergie et en particulier, bien sûr, dans des choses applicables par des structures chrétiennes assez diverses qui peut-être vivent ensemble ou gèrent des grands bâtiments ensemble. Merci Juliette et merci vous tous d'être là. C'était un gros défi que de proposer ces pistes. Donc, j'entends bien que c'est une introduction au sujet. Voilà, ça n'est qu'une introduction au sujet. Parce que d'une part, c'est un sujet vaste et avec beaucoup d'éléments plus pointus que ce que je vous donnerai. Et d'autre part, parce que je ne suis pas thermicienne et donc je vous donnerai un aperçu et non pas quelque chose de très pointu. Mais probablement dans la salle, il y a des personnes plus pointues que moi, donc ça sera l'occasion de préciser pendant les questions et pendant les groupes. Alors, réduire sa consommation d'énergie, je suis très heureuse qu'Yvan ait cité Basile et cité d'autres façons de parler de la sobriété. Je me suis permis de ressous-titrer la tempérance en actes. Parce que nous avons une vertu qui est importante d'après saint Thomas d'Aquin et qui est reprise dans l'Église, cette vertu de tempérance. Et personnellement, je la préfère au mot sobriété. Mais donc, c'est une façon aussi de le vivre, même si on ne s'en rend pas forcément compte, mais c'est une question voilà, d'éthique et de tempérance. Sans trop m'étendre, un petit rappel, le climat flambe. L'année 2002 a été la plus chaude mesurée. Les incendies, les sécheresses ont été vécus parfois par nous aussi dans notre chair, ce qui est plus insolite. Parfois, on parle de choses qui se sont passées au loin, mais là, voilà, on est sans doute nombreux à avoir vécu la sécheresse cet été. Et puis, bien sûr,
des effets dans le monde entier, dont quelque chose de gravissime et de massif, qui sont les 30 millions de déplacés au Pakistan. On sait que l'ONU prévoit pour les décennies à venir jusqu'à 500 millions de déplacés dans le monde. Selon le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, pour rester en dessous des 1,5 degré, l'objectif des accords de Paris, il faut réduire de 7% nos émissions par an. L'Union européenne, qui s'était fixée il y a quelques années dans ce qu'on appelle le Green Deal, une réduction de 55% d'ici 2030, vient de la réviser et de l'augmenter légèrement pour parler de 57%. C'est pour vous donner un aperçu de la mesure. Ce qu'il faut viser, c'est dans les 10 ans à venir de réduire de moitié nos émissions. Donc, on n'est pas là dans quelque chose de marginal, en fait. Alors, réduire, pourquoi? Parce que c'est le premier pas. Si je reprends le petit triptyque de la compagnie des négawatts, qui est une association d'experts français sur les questions thermiques et énergétiques, pour passer du scénario tendanciel, donc vous voyez la flèche rouge qui monte, voilà, d'augmentation de l'énergie consommée et du CO2 et des pollutions locales aussi, à un scénario des mégawatts, vous voyez la flèche bleue qui descend. Il faut s'appuyer sur 3 piliers dans cet ordre-là. Le premier, la sobriété, qu'on peut appeler tempérance. Le deuxième, l'efficacité. Le troisième, les renouvelables. Donc, on a un peu tendance, parce que c'est photogénique, à se précipiter, et puis parce qu'on aime bien les bidules techniques sur les renouvelables, mais c'est important de commencer par la sobriété, qui tient essentiellement au comportement et à des choses qui sont, on dit maintenant low-tech, qui ne nécessitent pas une haute technologie, mais qui parfois sont du bon sens et qui se situent au niveau de la consommation. Donc, sobriété. Deuxième pas, efficacité. Donc, il s'agit d'utiliser quand on baisse le chauffage, c'est de la sobriété. Quand on utilise une voiture électrique à la place ou un lave-vaisselle à la place d'un qui consommait beaucoup, on est dans l'efficacité. C'est des moyens différents, plus efficaces pour obtenir un même résultat. Les renouvelables ne viennent qu'après, parce que si on continue à augmenter notre demande d'énergie, alors là, effectivement, on ne peut pas tout couvrir de renouvelables. Et puis, les renouvelables auront aussi des effets négatifs si on les multiplie à l'infini. Donc, voilà, rien n'est neutre en matière de production d'énergie. Alors, quels sont les grands secteurs? Vous l'avez vu un petit peu dans le quiz. Les secteurs de consommation, donc chauffage en numéro 1, vous l'avez vu, 65% d'une facture. Électricité spécifique, ce qu'on appelle l'électricité spécifique, c'est tout ce qui n'est pas chauffage électrique. C'est l'électricité qui sert pour tout le reste, les frigos, les ordinateurs, etc. Transport, et troisièmement, les transports, qu'ils soient directs, la voiture du centre spirituel, du curé, voilà, de la communauté dont on parle, ou indirect, qu'il s'agisse des personnes qui vont et viennent pour des réunions, pour des rencontres, pour des messes, etc. Alors, je ne traiterai pas des trois, parce que j'ai que 15 minutes, et ici, on va se focaliser sur le chauffage, aussi parce il y a une grande nouveauté, c'est qu'en plus des questions de climat, il y a la question des prix qui se pose très fortement cette année. Les prix de l'énergie explosent. Si les prix de l'essence ont augmenté d'environ 25%, pour les prix du chauffage, on est dans des augmentations vraiment beaucoup plus importantes. Qu'on ne sent pas en tant que particulier,
parce qu'il y a des dispositifs pour que ça que ça ne nous impacte pas à ce point, en France en tout cas. Ce n'est pas le cas dans d'autres pays, mais au niveau des paroisses ou des diocèses qui ne sont pas protégés par les dispositifs qui protègent les particuliers, ce qu'on commence à constater, ce sur quoi nous a entre autres alerté le CEDRE, qui est une centrale de référencement, qui référence des produits, des contrats pour des milliers de paroisses, c'est que lorsqu'on arrive à la fin d'un contrat, les contrats sont souvent de 3 ans, lorsqu'il faut renégocier le contrat, eh bien, les prix sont multipliés par 3, 7, voire 12. Donc, on n'est plus du tout dans des petits gestes ou des petites améliorations. On peut, pour ceux qui ne seraient pas au courant de cette augmentation qui arrive, on peut le dire, on peut jouer les Cassandres réalistes en informant de ce qui va arriver et qu'il est bon du coup de se préparer au lieu d'avoir une mauvaise surprise. Alors j'ai une question à vous poser, c'est est-ce que vous pouvez répondre dans le chat, est-ce que vous avez une idée de la facture énergétique de votre paroisse? Alors, j'espère que je vais voir plein de réponses dans le chat. Allez-y, je vois que ça monte, soit en montant, soit en valeur, voilà, en argent, soit en pourcentage des dépenses. Peut-être ceux qui sont trésoriers ou qui s'occupent des factures le savent. Mais je vois que ça augmente, mais quand même un peu moins vite que dans le questionnaire tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on dit? Eh bien, je vois beaucoup de noms, 4 000 €, 2 000 €, beaucoup de noms. Hein. Alors, la première chose qui me semble importante, c'est de connaître sa consommation. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qu'on ne regarde pas spontanément. On est plus dans l'animation, ce qui est très bien, mais il faut aller un peu dans le dur aussi. Alors, j'ai trouvé cet exemple de Sainte Clotilde qui a 4% de son budget dédié à l'énergie. J'ai discuté aussi avec l'économe diocésain de Pamiers, qui me disait qu'ils ont entre 6 et 11% de leur budget hors traitement des prêtres consacré à l'énergie. Et donc, vous voyez que si on multiplie par 7 ou par 12 ou même par 3, ça se met à représenter une part énorme. Donc, si on veut continuer à avoir d'autres activités dans nos paroisses, voilà, il ne faut pas qu'on soit à 60% de prix de l'énergie, à 60% de nos dépenses consacrées à l'énergie. Alors, comment est-ce qu'on peut réduire de façon importante nos dépenses énergétiques? Alors, on a vu que la première, c'était le chauffage. La loi demande d'être à 19 degrés. Alors, évidemment, pas dans les églises, parce que sinon, ça signifierait augmenter énormément la température, sauf pour ceux qui ont des tout petites églises peut-être modernes, mais bon, la plupart du temps, on est dans des configurations qui ne permettent pas du tout d'atteindre cette température. Mais comme vous le savez, il n'y a pas que le lieu de culte, il y a le presbytère, il y a les salles paroissiales, et voilà, il y a des surfaces autres dans lesquelles il est bon de rester en dessous à ces 19 degrés. Donc, c'est bien d'avoir un thermomètre déjà, qu'on le sache. Et voilà, si on n'a pas un bon pull, c'est en général qu'on est au-dessus. Donc, et on a vu que donc 1 degré de moins, c'est 7% d'émissions et de consommation de moins. Donc, si on passe, on sait qu'en France, en moyenne, on est autour de 23 degrés. Donc, si on baisse de 3 degrés la température, on fait tout de suite, hop, 25% d'économie, 21%. La deuxième chose, c'est que 19 degrés, ça ne fait pas le même effet selon où on est. Il y a des gens qui vont être bien à 19 degrés et d'autres il y a des lieux où on va être bien à 19 degrés et d'autres lieux où on va être mal. Alors, je vous ai mis ce petit schéma pour vous montrer que la température mesurée par le thermomètre, qui est utile, mais il ne dit pas tout le thermomètre parce que la température ressentie peut être fort différente.
Donc, vous voyez le petit bonhomme en bleu avec une température ambiante du thermomètre à 20 degrés. S'il y a une paroi froide, ce qu'on appelle la paroi froide, par exemple une vitre pas isolée, c'est quelque chose que vous avez sans doute ressenti si vous êtes dans une terrasse, dans un café près d'une baie vitrée. Quand on la touche et elle est froide, on n'a pas envie de s'asseoir là parce qu'il fait froid. Donc, on ressent beaucoup moins que la température ambiante réelle. On va ressentir si la paroi est à 14 degrés, 17 degrés. Par contre, si la paroi elle-même est à 19, on va ressentir 19,5 si la température ambiante est à 20 degrés. Un petit peu caricatural le dessin d'en dessous, qui vous montre que les parois froides, ça peut être le sol, ça peut être une paroi latérale et ça peut être le plafond aussi. Donc, si même dans une pièce avec une température élevée, si ces parois sont froides, on va avoir une impression de froid. Du coup, on va avoir tendance à augmenter, soit à être mécontent, soit à augmenter la température, mais inutilement, parce qu'il faudra vraiment la monter beaucoup pour être bien. Et par contre, si on a des parois qui sont chaudes, et ça dépend beaucoup du matériau de la paroi, on va avoir une impression de confort même à 18 degrés. Alors, suite, du coup, comment on fait pour éviter ces parois froides? Alors, la première chose, c'est éviter les parois froides et éviter les courants d'air. Alors, vous voyez dans le schéma de gauche, vous avez un bon moyen d'éviter les courants d'air qui sont les rideaux. Certaines églises en installent, ce n'est pas très fréquent encore, mais ça peut être une bonne manière de délimiter l'espace et d'éviter aussi les courants d'air des portes qui s'entr'ouvrent sans arrêt pendant les célébrations. Donc voilà, c'est quelque chose de vraiment utile. Voilà, ça nécessite un peu d'installation, mais on en sent vraiment les bénéfices. La deuxième chose, ce sont, alors là, je n'ai pas trouvé d'illustration qui se passait dans une église, des tapis, moquettes au sol, au mur, voilà, comme on faisait autrefois où on avait des tentures. Ce n'est pas pour rien qu'on avait des tentures, c'est que ça protégeait et de l'air et de cet effet paroi froide. Je crois que parmi nous, il y a un frère de Thésée qui, eux, ils ont de la moquette par terre. Mais il y a des églises où il y a des tapis, par exemple, on a devant là où les enfants s'assoient, mais il pourrait y en avoir beaucoup plus. Et enfin, un autre moyen, c'est qu'on n'a pas tous la même sensibilité. Donc, il y a des personnes plus frileuses que d'autres. Il peut y avoir aussi des couvertures type couverture en polaire qui sont pas chères, ou voire même bouillotte pour les personnes particulièrement âgées ou frileuses, qui peuvent être des moyens de confort vraiment agréables. Là, on voit à Copenhague, il y en a aux terrasses de café. Nous, ça peut nous sembler un peu joli, mais c'est tout à fait possible. La dernière chose en matière de confort thermique, c'est le froid qu'on ressent quand on est sur un banc. Donc, le matériau du banc compte. Alors, évidemment, on ne va pas remplacer tous les bancs en chêne qui existent déjà par d'autres bois, mais s'il y a des installations nouvelles à faire, ça peut être bien d'y penser. Et les coussins, tout simplement, qui, au-delà du confort, permettent de conserver la chaleur interne, parce que c'est notre chaleur qui s'en va, en fait, quand on est au contact de quelque chose de froid. Une troisième chose, donc connaître la facture. Deuxièmement, lutter contre le confort thermique. Troisièmement, s'organiser différemment. Est-ce qu'on est au bon endroit? Est-ce que nos célébrations ressemblent, comme à gauche, à une église toute vide et avec plein de gens, avec des gens un peu dispersés ou alors agglutinés dans un coin? C'est peut-être pas la peine d'être dans un endroit très très grand quand on est peu nombreux. Je pense aux messes de semaine par exemple.
Donc, il y a pas mal d'églises qui ont l'idée de les mettre dans une chapelle fermée ou dans un lieu annexe qui va être, qui doit être joli, etc., et inspirant, mais dans lequel les personnes peuvent être plus proches, qu'on peut chauffer plus facilement parce qu'il sera plus petit, mais aussi où les personnes vont se chauffer les unes les autres. La chaleur humaine n'est pas un vain mot, puisqu'une personne émet à peu près 80 watts. Donc, avec 15 personnes, on a un radiateur, en fait. Donc voilà, le Covid a l'air de nous laisser un peu tranquilles. Donc, on n'a plus besoin d'être aussi éloignés les uns des autres. Donc, on peut se rapprocher et être dans un lieu adapté. Par rapport au fait d'être dans un lieu adapté, dans certains lieux, c'est possible d'avoir une certaine modulabilité. Là, je reprends l'exemple de Thésée où vous voyez, alors je ne suis pas tout à fait sûre de mes traits colorés, qu'il y a une configuration K, rouge, où 100, 200 personnes sont très bien. Quand il y a beaucoup plus de monde, quand il y a plus de monde, on passe à L, puis on passe à M. Et donc, il y a des parois qui du coup, se ferment et qui permettent d'être dans un espace adapté au nombre de personnes. C'est peut-être pas faisable dans des lieux anciens, mais il y a peut-être des choses à inventer, peut-être avec des rideaux, ou en tout cas en tenir compte pour des lieux nouveaux ou des locaux d'église où on peut instaurer des séparations pour être à la bonne taille d'espace. Alors, si on arrive au chauffage proprement dit, je vais vraiment survoler, mais la règle numéro 1, c'est de chauffer les personnes et pas l'air. C'est un enseignement que nous a amené Church of England, qui est l'église anglicane d'Angleterre, qui s'est fixé l'objectif très ambitieux de la neutralité carbone en 10 ans. Eux, ce n'est pas divisé par 2, c'est arriver au zéro émission. Donc, ils ont mis en place un plan très costaud. Et donc, voilà, ce grand principe, ne pas essayer de chauffer l'air ambiant ou les murs. Quelques recommandations dans une église ancienne en pierre, par exemple, il est inutile de chercher à isoler les murs, ça poserait d'autres problèmes ou les combles. Par contre, c'est le cas pour d'autres types de bâtiments, hein, mais dans ce type d'église, privilégier un chauffage rayonnant à proximité des utilisateurs. Une autre info, c'est que les systèmes à air pulsé encrassent les murs intérieurs des églises et brassent l'air. Il vaut mieux donc privilégier des systèmes sans mouvement d'air et à faible inertie. Un mot sur l'électricité. Des mesures qui ont un coût très faible, c'est d'abord la signalétique. On le néglige souvent, mais en fait, c'est important parce que on a souvent des problèmes d'usage, de fenêtres qui sont restées ouvertes, de radiateurs qui sont restés ouverts dans des lieux comme les lieux d'église qui sont fréquentés par plein de gens, de groupes différents. Parfois, on a un peu de mal à avoir un usage vraiment qui tient bien compte de ces précautions. Donc, coût très faible, une signalétique pour l'extinction des lumières, voire du chauffage quand ce n'est pas centralisé. Mais je pense que la plupart du temps, c'est centralisé. Il faut programmer. S'il fait chaud, baisser la température avant d'aérer 5 minutes. Le réflexe, c'est d'ouvrir les fenêtres. Hein. Je l'ai vu partout. On se dit, oh ben non, on fait ça, mais si, les gens font ça. Baisser la température des radiateurs, voire les éteindre, et n'aérer que 5 minutes en grand. Il vaut mieux aérer un court temps, mais en grand, plutôt qu'un temps long un petit peu. Coût faible, installer des détecteurs de présence pour les éclairages, remplacer les ampoules incandescentes ou flux compacts par des ampoules LED lorsqu'elles se cassent. Calorifuger les tuyauteries de chauffage. Ça, on a déjà diffusé des infos là-dessus. Ça peut être pris en charge par les certificats d'économie d'énergie. Et c'est un gros gain financier et CO2.
une mesure à coût supérieur, isoler les combles. On l'a déjà dit hors église, remplacer les fenêtres simple vitrage par des doubles vitrages, ça c'est comme chez les particuliers. Autre, autoproduire tout ou partie de son chauffage. Alors en général en ville c'est pas possible, mais ça peut être possible ailleurs selon la configuration. Je pense aux sœurs de Solan par exemple qui se chauffent au bois depuis très longtemps. Autoproduire son électricité. Là, je pense que voilà, ça existe déjà dans une ou deux paroisses labellisées. Je sais que c'est en projet dans d'autres, je crois du côté de Nogent et du côté de Marseille. Et ça peut se faire aussi avec des coopératives citoyennes, ce qui peut faire un très, très beau lien au quartier. Je vais m'arrêter là, je vous donne juste mes sources qui sont Négawatt, la formation qu'on a fait il y a plusieurs années au Courmette, Église Verte et NERCOP, et puis le CEDRE. Et je vous remercie.